Et merci à Atem Nafti d'être avec nous. Vous êtes français et tunisien, essayiste. Vous avez publié Tunisie, dessine-moi une révolution aux éditions de l'Harmattan. Je crois que c'était en 2015. En 2019, de la révolution à la restauration, voilà la Tunisie. Merci aussi à notre éditorialiste international, Slimane Zeguidour, d'être avec nous pour ce décryptage sur les 10 ans de ce début de la révolution en jasmin. Et je me tourne d'abord vers vous, Atem Nafti. Qu'est-ce que ça vous fait d'abord de revoir ces images du début de la révolution tunisienne? Forcément de l'émotion, de se dire que il y a 10 ans, j'étais déjà à Paris. Vous les avez vus de loin depuis Paris? Je les ai vus de loin, mais Paris a ce site particulier que ça a toujours été, si vous voulez, le centre de l'antichambre de la contestation, la base de l'opposition aussi bien démocratique qu'islamiste. Donc au début, nous étions quelques-uns à défiler. Vous avez manifesté à Paris, c'est ça que vous dites? Oui, j'ai manifesté à Paris. Au début, c'était dans le quartier des Halles, autour de la Fontaine des Innocents, et puis devant l'ambassade de Tunisie, et enfin devant le siège de France Télévisions, parce qu'il faut rappeler que ça a été très très peu couvert au début, donc on est allé leur dire... Sur TV5 Monde, c'était couvert. Sur TV5 Monde et sur France 24, c'était plus couvert que dans l'audiovisuel public national. Si Est-ce que vous vous attendiez à cette révolution, ou alors c'est arrivé sans que vous ne puissiez le prédire? Non, on ne pouvait pas le prédire. On sentait que quelque chose arrivait. Moi, je disais à mes camarades, bon, on va faire ce qui est possible, mais bon, ça m'étonnerait qu'il parte tant qu'il est appuyé, notamment par des régimes occidentaux, tant il a été blanchi à partir du moment où il faisait le garde-frontière et il luttait, entre guillemets, contre le terrorisme. Je ne pensais honnêtement pas qu'il allait chuter encore en si peu de temps, en moins d'un mois. Slimane Zeguidour, justement, est-ce que vous aviez pressenti, est-ce que vous aviez, en lisant la presse, en regardant aussi l'actualité, quelque chose qui arrivait? Pas vraiment, c'était surprenant, mais au fond, à la réflexion, pas étonnant. Parce que la structure de la Tunisie, c'est qu'il y a deux Tunisie. La Tunisie littorale, Sfax, Tunis, Hammamet, qui est la Tunisie du tourisme, qui est un tissu urbain, moderne, ouvert sur le monde, et avec un niveau de vie assez décent. Oui, une vitrine internationale. C'est la vitrine de la classe moyenne tunisienne. Mais c'est la Tunisie de l'intérieur, celle qui confine aux frontières algériennes, une Tunisie montagneuse, celle du sud, qui sont des Tunisies très pauvres, où il y a très peu de tourisme, et dans lequel donc le régime n'a pas investi, mais comme si elle était perçue comme une société tribale, clanique, confite dans sa paix familiale, personne ne s'en souciait vraiment. Et c'est de cette Tunisie-là que l'étincelle est venue. Et justement, pourquoi ce suicide de Mohamed Bouazizi, à Sidi Bouzid, a-t-il enflammé le pays, Slimane? C'était le désespoir de la jeunesse? Et c'était le révélateur. C'est-à-dire jusqu'ici, l'arbitraire policier en Tunisie qui était connu, moi-même comme reporter, je l'ai suivi plusieurs fois, n'avait pas donné lieu à un acte aussi dramatique. Il donnait lieu à des protestations, des pancartes, des manifestations, mais pas à un geste aussi spectaculaire, surtout dans un pays musulman où le suicide est interdit, est un péché. Donc c'est l'acte suicidaire lui-même qui, au-delà du fait révélateur, a été un catalyseur de tout ce qui était enfui, refoulé, et de toute la poussière qui était sous le tapis touristique tunisien. Atem Nafti, vous qualifiez-vous de primo-immigrant? Vous avez grandi en Tunisie, vous êtes venu en France, vous êtes ingénieur. Pourquoi vous êtes parti, justement? C'était aussi pour ça, le désespoir d'une jeunesse qui ne voyait pas d'avenir dans le pays? Disons qu'il y avait de ça, il y avait effectivement du mal-être, mais après, je viens d'une Tunisie je viens de la Tunisie plutôt bourgeoise. Plutôt bourgeoise, oui. Qui pouvait voyager. Qui pouvait parfaitement voyager. J'ai fait les études pour, et de toutes les façons, on parle toujours de l'immigration entre guillemets clandestine. Alors d'où vous vient cette révolte, justement, vous qui étiez dans un cadre privilégié, d'après ce que vous nous dites? J'étais effectivement dans un cadre privilégié, mais moi, si vous voulez, le déclic m'est venu quand quelques années. J'étais en école d'ingénieur et je voulais me présenter tout bêtement au conseil scientifique comme représentant des étudiants. J'étais assez peu politisé. Je suivais la politique en France, mais pas du tout en Tunisie. Et donc, pour moi, il y avait un appel à candidature pour le conseil scientifique de mon université. Et je me suis présenté. Je ne pensais pas du tout que c'était tenu par le parti au pouvoir.
J'ai reçu des menaces. Je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui n'était pas possible, qui n'était pas faisable. Ça vous a ouvert les yeux, en fait. Ça m'a ouvert les yeux, effectivement. Donc j'étais, encore une fois, issu d'un milieu plutôt privilégié, plutôt protégé. J'avais fait les bonnes études qui me permettaient de me déplacer facilement à l'étranger et de m'y installer. Mais il y avait ce blocage qui faisait que il y avait quelque chose. Après, j'étais pas non plus adhérent d'un parti d'opposition ou autre. Je suivais. Je pense être au fait de ce qui se passait, mais il me manquait quelque chose. Et je pense que c'est une prise de conscience, en tout cas. Tout à fait. La question qui se pose aujourd'hui, bien sûr, c'est que reste-t-il de cette révolution ? Justement, à Thème Nafti, vous avez publié ce livre. Où va la Tunisie ? Où va-t-elle aujourd'hui ? Où est-elle ? Alors, là, ça fait 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, on essaye toujours de faire le bilan. Ce que vous dira le Tunisien lambda, c'est que, voilà, tout ce qu'on a gagné, c'est la liberté d'expression. Ça, c'est la phrase qu'on entend un petit peu partout. C'est une réalité, ça, ou pas ? C'est une réalité. Parce qu'il y avait quand même avant cela des associations, sociétés civiles ou autres qui essayaient. C'était très contrôlé. C'était très contrôlé. Il y avait quelques partis d'opposition dont certains avaient pignon sur rue, mais c'était très contrôlé. La société était vraiment très corsetée dans un système quand même assez autoritaire, voire autoritariste, dictatorial. Toutes ces expressions me vont. Aujourd'hui, on peut parler. Alors, il peut y avoir quelques sujets tabous. Par exemple, aujourd'hui, critiquer la magistrature, qui depuis est indépendante. Avant, on avait une justice aux ordres. Aujourd'hui, la magistrature est indépendante. Mais si vous en prenez par exemple à un juge, on peut vous arrêter très vite. Même critiquer la religion, ça peut poser encore des problèmes, bien que l'État soit laïque. Alors, l'État n'est pas laïque. Il y a toute la subtilité de l'article 1 et de l'article 2. La religion de la Tunisie est l'islam, et ça donne lieu à deux interprétations. Selon qu'on est islamiste ou qu'on est laïque, non. Enfin, il y a très peu de personnes réellement laïques, on va dire sécularistes. Et donc, non. Il y a ce fameux article 6 qui garantit et la liberté de conscience et en même temps qui protège le sacré. C'est l'article 6 de la Constitution. On est vraiment dans ça. Mais on va dire que globalement, la liberté d'expression est inédite par rapport aux autres pays du monde. C'est malheureusement déjà la dernière question parce que ça va très vite. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, avec Kais Saied, avec la classe politique actuelle, la Tunisie va vers un chemin vers plus de démocratisation ou pas ? Non, oui et non. Avec Kais Saied, effectivement, on a eu un vent d'espoir. Donc, il a été largement élu parce que, justement, n'étant pas identifié à cette classe politique, mais cette classe politique est de plus en plus rejetée. Si vous faites des sondages aujourd'hui, tous les sondages pour les législatives donnent très loin devant la représentante de l'ancien régime. C'est-à-dire, il y a une demande de retour en arrière et de fermeture. C'est souvent le cas après les révolutions. De cette parenthèse. Enfin, c'est quelqu'un qui veut fermer cette parenthèse révolutionnaire. Donc, c'est compliqué. Slimane, juste un mot, je crois. Oui, les Tunisiens découvrent que la démocratie, le régime démocratique, qui est une condition sine qua non pour développer un pays en libérant les énergies des citoyens, la démocratie en elle-même ne garantit pas la prospérité. La prospérité, elle naît du travail et de l'effort commun, plus du contexte. Mais beaucoup, d'un point de vue par une sorte de pensée magique, s'attendaient à ce que l'instauration du régime démocratique se traduise tout de suite par de la prospérité. Et ce n'est pas le cas, et c'est souvent le cas, je le disais, après des révolutions, on a un retour peut-être à l'ordre conservateur pendant un temps. Retour à la réalité. Et le retour à la réalité.